Bonjour à tous et merci à Madame Razvan-Arson de m'avoir donné la parole. Et donc, merci également au musée de la photographie donc, de m'accueillir aujourd'hui pour parler de Rana Valna Première, donc une grande femme du 19e siècle. Et déjà, dès le début, je m'excuse parce que je vais parler sous le contrôle d'une grande spécialiste donc du 19e siècle malgache. Et déjà, je m'excuse donc de parler devant une grande spécialiste. Mais sinon, parler de Rana Valna Première me semble tout à fait opportun, si vous voulez, dans la situation politique ou socio-économique ou sociopolitique qui prévaut actuellement dans le pays où il est question donc de souveraineté nationale. Et je pense que quand on parle de la figure en général de Rana Valna Première au XIXe siècle, il y a cet aspect donc de la souveraineté nationale par rapport au discours missionnaire, discours chrétien, donc le discours sur la supposée isolement ou la supposée fermeture donc de Madagascar face à l'étranger, et donc qu'elle a tout simplement considéré comme un danger face à ce que nous connaissons comme la phase d'invasion ou la phase d'expansion européenne. Et donc, c'était une femme, c'était une souveraine, mais une femme d'abord qui agissait, qui prenait des décisions par rapport au contexte qui prévalait dans son royaume, donc à son époque. Et ce que je vais faire, enfin, si vous voulez, c'est que je vais essayer de poser le contour général, le contexte général pour nous permettre donc d'apprécier ou d'approcher, enfin, si vous voulez, les décisions ou les démarches de Rana Valna première par rapport donc à son époque, contrairement à l'image reçue donc d'une femme ou d'une reine complètement isolée, si vous voulez, par rapport à l'Occident, qui était en contradiction par rapport aux reines précédents du grand Radama Ier, qui était connu comme celui qui a ouvert Madagascar, le royaume donc, de Madagascar à l'étranger. Et donc, enfin, il n'y a pas de... Enfin, je pense que la comparaison peut ne pas, enfin, si vous voulez, être une raison. Mais c'est quelqu'un, donc, une grande reine, donc, qui agissait par rapport au contexte de son époque. Donc, quand on parle de Rana Valna Première, la figure qui nous reste actuellement, enfin, dans l'opinion publique, dans l'opinion populaire, c'est une figure incontournable du XIXe siècle, mais qui n'a pas hérité de la même grandeur ou du même rang que les souverains, ce qu'on appelle les grands rois, donc, qui les ont précédés. On ne peut pas
la comparer par exemple à la grandeur donc d'Anjena Punmerna ou de Radam en Imerne, ou des autres souverains comme Anjen Daifutsi ou Ratsimlau dans les autres royaumes donc, périphériques. Elle n'a pas hérité de ce grand aura, si vous voulez, des autres, ce qu'on appelle les grands rois donc, de Madagascar. Et l'historiographie ne confère pas non plus à son règne le même prestige donc de grandeur conquérante ou le même prestige de grandeur civilisatrice, je mets entre guillemets, ou de sagesse ou de lumière que bénéficiaient donc ce qu'on appelait les autres grands rois. Donc, au contraire, quand on parle de Ranavalno Ier, sa période est considérée donc comme une période de crise et elle est fréquemment condamnée. Donc, l'opinion, l'historiographie la condamne comme la souveraine qui a plongé Madagascar dans l'obscurantisme, alors qu'en réalité, il y a un autre contexte. Donc de ce fait, l'objectif de mon intervention aujourd'hui est d'essayer d'analyser les origines de tels jugements, de nous mettre dans le contexte historique, donc, des circonstances qui ont conduit donc, à la construction de l'historiographie sur la légende noire de cette souveraine. C'est ce que l'on retient actuellement. Donc, et aussi, nous allons essayer de tenter de restituer le règne de Ranaval dans une complexité qui était souvent caricaturée et qui inscrit donc la reine dans cette image obscure. Donc, et nous allons essayer aussi essayer de mettre en place une perspective historique pour équilibrer donc cette historiographie que l'on retient actuellement. Et donc le contexte historique du règne, pour comprendre les clés, donc pour comprendre le règne de Ranavalno Ier, c'est qu'il faut d'abord distinguer deux grandes périodes de son long règne de 33 ans. Donc, il y a la période jusqu'en 1836 où il était surtout question de légitimer donc le pouvoir, mettre en place le pouvoir et ensuite légitimer le pouvoir par rapport toujours donc au règne d'Anjena Punmerna d'abord et par rapport à celui par la suite de Radama Ier, parce qu'on l'a comparé avec ses deux grands prédécesseurs. Et donc jusqu'en 1836, il y a une certaine, malgré le fait que il y a une politique de rupture, certains aspects de rupture par rapport à Radama Ier. Donc, on va voir que elle essaie aussi, d'une certaine façon, donc, de légitimer son pouvoir par rapport surtout à Anjena Punmerna. Ensuite, jusqu'en 1836 toujours, il y a encore une certaine tolérance par rapport aux éléments étrangers.
Et ensuite, la rupture commence surtout donc dans les années 1835-36, à partir de 35, 1835-36 et 37. Et surtout, je marquerai que cette grande rupture commence surtout donc avec les décisions qu'elle a prises à partir donc de cette période où elle va surtout s'affirmer. Elle va s'affirmer et marquer donc, enfin, si vous voulez, les caractéristiques propres de son règne, qui sera axée surtout par rapport à cette notion de souveraineté nationale. Elle va, ce que l'on appelle la période de persécution par rapport aux chrétiens, d'expulsion d'étrangers, etc., etc., commencera donc à partir de cette période surtout à l'année 1839. À partir de cette année, il y a enfin, surtout l'expulsion des étrangers, surtout des missionnaires donc, de la LMS. Mais on verra qu'il y a des justifications, enfin, des raisons, enfin, si vous voulez, qui justifient ces décisions, et ne pas prendre seulement ce contexte avec la simplicité qui nous arrive jusqu'à aujourd'hui, comme quoi c'est une reine qui était hostile par rapport au christianisme et par rapport aux étrangers en général. Et donc, nous allons essayer de comprendre comment s'est constitué ce mythe donc, où la reine perd tout visage humain et va incarner de ce qu'on appelle le mal absolu, donc selon le récit donc, des Européens. Et donc pour saisir le choix qu'elle a prise dans l'orientation de son royaume, donc il faut considérer le contexte qui prévalait donc et qui l'a porté au trône dans une évolution historique très complexe. Donc il faut aussi savoir comment une femme qui n'avait pas le génie ou la force d'un Angena Pounmerne ou d'un Radam va être engagée à la tête d'un royaume en pleine mutation sociale, en pleine mutation religieuse et culturelle. Et il faut aussi voir comment elle a compris la complexité de l'enjeu national. Je le réitère toujours, cette question d'enjeu national auquel elle devait faire face. Et donc, il faut comprendre le choix du chemin de gouvernement qu'elle va prendre. Et donc, nous allons voir que à la fois la tradition orale, la littérature missionnaire et un peu plus tard le discours colonial ont contribué donc à établir la figure persistante d'une reine cruelle et sanguinaire. Et pourtant, les chercheurs, les historiens qui se sont penchés donc sur cette période révèlent donc une toute autre réalité beaucoup plus nuancée. Et donc, ils disent, ces historiens, que Ranavan était une souveraine confrontée donc, aux enjeux politiques, sociaux et
déjà géopolitique majeure et elle était déjà aussi sous pression européenne, donc une pression européenne croissante à l'époque. Ensuite, concernant comment je vais articuler mon intervention, on verra trois grands axes principaux. Donc, d'abord, nous allons essayer de voir ensemble la construction de cette mémoire officielle, cette histoire officielle dans l'historiographie que nous héritons encore jusqu'à nos jours. Ensuite, nous verrons donc une femme face aux enjeux politiques de son époque et enfin les aspects donc, qui restent méconnus du règne, de ce règne controversé donc, de Ranavalna Ier. Et donc, dans la construction de cette mémoire officielle, je disais tout à l'heure qu'il y a à la fois l'intervention de la tradition orale chez les Malgaches, ensuite intensifiée donc, par la littérature missionnaire et à la fin du XIXe siècle, quand arrive donc la période coloniale, le discours de l'administration coloniale donc, contribue beaucoup à la construction de cette mémoire officielle. Et donc l'image que nous connaissons de Ranavalna Ier est le résultat donc, de beaucoup d'interprétations successives, hein, parfois contradictoires, donc issues de ces trois aspects que j'ai cités tout à l'heure. Donc, concernant la tradition orale dans la première partie, comment la mémoire collective chez les Malgaches d'abord, hein, ont contribué donc à constituer cette figure d'une souveraine redoutée. Panzakavavi, Masik, une reine méchante. Et donc, les premiers récits mémoriaux donnent donc à la reine cette réputation de cruauté, et cela arrivait même dans cela faisait partie même des traditions orales malgaches. Je ne voudrais pas être trop anecdotique, mais on attribuait à la reine un certain pouvoir maléfique, je mets entre guillemets, un certain pouvoir maléfique. Je vous raconte par exemple ce que raconte la tradition dans la région Bezanzanu et Betsamsaraka, quand la reine allait donc dans la région, la côte est de Madagascar. Il y a des traditions, des légendes ou des mythes qui racontent que quand elle traversait un certain lac sur la région est de Madagascar, elle surfait sur des feuilles de nénuphar pour traverser le lac en question. Et ça fait partie de ces légendes, ces mythes sur son pouvoir. Je dis toujours entre guillemets. Et donc, il y a la persistance de ce genre de récit donc, dans la tradition orale malgache. Et aussi, ces récits vont être fixés un peu plus tard à l'écrit, et surtout par le biais des missionnaires, et vont contribuer donc à la construction de cette image. Et donc, pour citer une source, enfin, si vous voulez,
je vous parlerai surtout de Tataranianjina Tetuimern, donc qui raconte ce genre, beaucoup ce genre de légendes, de mythes. Et ces récits vont surtout être mis à l'écrit donc, à la fin du XIXe siècle, quand arrive la période coloniale et au début donc, du XXe siècle. Et dans Tantaranenjina, par exemple, on raconte la sévérité, l'intraitabilité, la cruauté de la reine, et on fait allusion aussi souvent donc, dans ses écrits du XIXe siècle, des allusions fréquentes aux exécutions par l'ordalie du Tonguin, et donc cela renforçait cette image donc, de cruauté. Donc, ensuite, dans les récits missionnaires, il y a beaucoup de témoignages engagés et construits donc surtout à partir d'un essai de mise en place de ce que les spécialistes appellent la martyrologie, c'est-à-dire considérer les chrétiens comme des victimes de cette reine cruelle. Donc, vous connaissez, quand on parle de Rana Valna première, ce qui nous arrive tout de suite à l'esprit, c'est la persécution des chrétiens, la persistance des figures de martyrs, Rassalam, Marafarala, Mazout, etc., etc. Et c'est une stratégie, je mets entre guillemets parce que le terme peut prêter à discussion. Hein. Donc, la mise en place de cette martyrologie donc, missionnaire. Et ce que l'on retient surtout sur cet aspect, c'est que dans la littérature missionnaire chrétienne en général, donc, il y a cette réputation négative que l'on met en valeur. La reine antichrétienne, etc. Et donc, les écrits missionnaires contribuent essentiellement, donc, surtout les écrits des missionnaires britanniques de la LMS, London Missionary Society. Et il y a, bien sûr, des témoignages factuels dans ces écrits, mais d'un côté aussi, il y a beaucoup de ces témoignages qui rapportent, par exemple, les persécutions des premiers chrétiens. Mais d'un côté, dans leur écrit, donc, on aperçoit aussi un discours destiné surtout à convaincre les lecteurs européens, surtout britanniques, donc, pour soutenir l'action missionnaire. Et donc, ce sont des écrits qui sont destinés surtout à un public, britannique, donc pour solliciter, n'est-ce pas, leur soutien dans l'action missionnaire, comme quoi il faut, n'est-ce pas, protéger donc l'action missionnaire contre la persécution de la reine. Et donc, parmi les textes les plus influents, on va parler beaucoup de William Ellis un peu plus tard, mais les textes les plus influents, donc il y a ceux de William Ellis, un missionnaire qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle la première génération de missionnaires, donc que je situerai parmi ceux qui sont arrivés dans les années 1820
après la signature du traité donc, de 1817 franco-britannique, entre Madagascar, royaume de Madagascar et l'Empire britannique. Donc la première génération de missionnaires des années 1820 jusque ceux qui vont partir définitivement en 1839. Et William Ellis ne fait pas partie de cette première génération qui sont les témoins directs, si vous voulez, de l'action de la Navalna première. Mais William Ellis sera un missionnaire qui est envoyé donc à Madagascar, surtout à partir de 1853, pour essayer de remettre en place, enfin si vous voulez, recontacter Ranavalna première pour remettre en place la relation anglo-malgache. Et donc les récits de William Ellis dans deux ouvrages principaux, History of Madagascar, écrit en 1838, et l'autre qui est très célèbre, Free Visit to Madagascar en 1858, raconte donc des récits qui représentent systématiquement Ranavan comme une souveraine hostile à la civilisation et à la foi chrétienne. Et donc il y a une justification qui sied donc avec cette hostilité, parce que petit détail anecdotique aussi, même si William Ellis va demander un visa, un séjour un peu plus long à Madagascar, Ranavalna première ne lui accordera qu'un mois. Donc il va essayer de réitérer sa demande de rester un peu plus pour établir le contact donc à Madagascar, pour remettre en place, peut-être que le mot est mal choisi, remettre en place ce soft power britannique. Le terme ne correspond pas peut-être anachronique avec la situation de l'époque, mais essayer de remettre en place ce post-power britannique. Donc, mais la reine va lui refuser donc un long séjour et ne lui accordera qu'un mois. Et donc, William Ellis est très critique vis-à-vis de la reine. Et donc, la LMS, les missions missionnaires de la LMS constituent également ont écrit des témoignages ou un peu plus tard des récits pour légitimer donc leur action, et mais les fidèles comme des victimes donc de la reine. Et donc ce discours de victimisation des chrétiens revient tout le temps dans le récit donc de ces missionnaires du 19e siècle. Et pour rétablir un petit peu cette histoire, donc rééquilibrer un petit peu cette histoire, je vous renvoie à la grande historienne du 19e siècle malgache, Françoise Raison-Jourde, donc avec son livre, son ouvrage Bible et pouvoir Madagascar, et qui montre clairement
dans cet ouvrage, donc vraiment utile pour comprendre le contexte du 19e siècle. Hein, et elle expose que la LMS au 19e siècle répondait à des objectifs multiples et leurs écrits donc correspondaient à ces objectifs, dont la diffusion bien sûr du christianisme, assurer d'un côté aussi l'influence politique de la Grande-Bretagne dans la région et aussi et surtout, il ne faut pas oublier, les intérêts commerciaux britanniques par rapport donc à la France. Et donc, ensuite, le troisième discours qui nous intéresse, c'est le discours colonial. Donc, le discours colonial qui va surtout inventer cette iconographie qui est fausse d'abord, cette iconographie qui n'existe pas, mais qui est montée de toutes pièces. Et donc, une iconographie trompeuse et qui ne correspond à rien, mais je parle devant Madame Razonarsson-Yelianta qui a fait sa thèse sur la photographie du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Et donc, elle démontre très bien dans sa thèse, dans ses analyses, cette construction historiographique, donc à partir de l'image, de l'iconographie de la reine. On a mis en place côte à côte, n'est-ce pas, les deux images des deux souveraines. Donc, Raboud Rassouerne, qui est une photographie réelle hein, prise par Ellis, donc dans les années 1863 pour être précis, qui est cité dans certaines sources, une iconographie, une photographie qui a été prise dans les années 1862 à 1863 et 1856. D'accord. Donc je remercie Madame Razonarsson. Et là, le portrait de Ranaval, la première, qui était, comme je disais tout à l'heure, monté de toutes pièces à partir de la première photographie. Ranaval, la première, n'a jamais été prise en photo. Elle n'a jamais accepté d'être représentation sous n'importe quelle iconographie que ce soit. Parce qu'il y a cette tradition malgache qui croit que prendre l'image d'une personne, c'est prendre son âme, c'est lui voler son âme. Donc, elle n'a jamais accepté. Donc, c'est l'historiographie coloniale qui va essayer de constituer. Elise en question, l'image n'apparaît pas. Et donc voilà le portrait de l'illustre William Ellis, donc, qui a introduit donc la photographie dans la cour de la reine en 1856. 1856. Donc, c'est toutes ces constructions historiographiques, donc il faut comprendre comment, à la fin du 19e siècle, donc surtout avec la construction coloniale, on est arrivé à cette image de reine cruelle. Je vous renvoie un petit peu à l'image, n'est-ce pas? C'est la copie de Rassouerne. Mais
avec un visage un peu plus cruel, méchante, la reine méchante. Donc il faut coïncider, faire coïncider, n'est-ce pas, l'image avec les légendes, n'est-ce pas, qui ont précédé la reine. Et donc on est arrivé à cette image qui se trouve dans les manuels scolaires de nos enfants, dans les cartes postales, n'est-ce pas, qui restent jusqu'à nos jours, et il n'y a aucune déconstruction officielle de cette image. C'est la Ranavalna première que nous retenons, n'est-ce pas, l'image de la Ranavalna première que nous retenons jusqu'à nos jours. Et donc là, l'administration coloniale a beaucoup contribué à la construction de cette image de Ranavalna première, comme je dis, qui nous reste encore jusqu'à aujourd'hui, qui reste dans l'historiographie de Madagascar. Donc, William Ellis, missionnaire britannique, donc, qui a apporté la photographie à Madagascar. Et il n'a jamais pris aucune photographie de la reine. Par contre, il a beaucoup photographié le couple princier, donc Radama Ier et Radama II, pardon, Radama II et Raboudou. Et l'architecte, le peintre qui a réalisé ce portrait de Ranavalna, la première, à partir de la photographie de Raboud, on ne va pas l'incriminer. Hein. Il était un homme de son, il était un homme de son époque, hein, n'est-ce pas? Et il avait beaucoup d'influence auprès donc de l'administration coloniale. Il a été envoyé comme boursier pour suivre des formations d'architecte et de dessin. En France, il était boursier, donc à son retour, je ne dis pas que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'il rende service à l'administration coloniale, mais Philippe Ramanakiran était donc l'auteur d'une série, n'est-ce pas, de portraits royaux, n'est-ce pas, qui a été constituée donc après, à partir de la colonisation. Donc, on parle de commande, n'est-ce pas? Commande de la part de l'administration. Ensuite, je vous montre, enfin, j'explique un petit peu les photographies. Le lieu d'exécution des premiers martyrs d'Ambouipouts font partie donc des clichés pris par Ellis pour justifier justement, n'est-ce pas, montrer, pas justifier, mais montrer les lieux d'exécution. Ce genre de clichés font partie donc de le répertoire, les catalogues de ces clichés. Il s'intéressait à ce genre de lieux symboliques donc du christianisme sous Ranavalna première. Et donc ensuite, cela nous amène à la deuxième partie de mon intervention, donc comprendre un petit peu, enfin pas un petit peu, comprendre une femme donc face aux enjeux politiques de son époque, le légitimer donc premièrement, comme je disais dans l'introduction et la mise en contexte historique de tout à l'heure. La première période, c'est de légitimer donc le pouvoir. Et nous connaissons tous l'histoire donc du testament d'Andrena Pounmirne. Testament d'Andrena Pounmirne, inventé donc pour légitimer l'accession de la reine au pouvoir, parce que il faut, n'est-ce pas, pouvoir hériter
n'est-ce pas, hérité donc du plus grand nom parmi les rois donc de Limerne. Hein. Et pourquoi ne pas prévaloir, enfin, si vous voulez, se prévaloir de ces testaments d'Limerne tant qu'à faire, je mets entre guillemets. Et donc, lorsque Radama Ier meurt donc en 1828, il n'y a aucun héritier direct qui soit en mesure de lui succéder. Et donc le royaume Merne se trouve donc dans un moment de fragilité politique et sociale. Et donc il fallait trouver rapidement un successeur au grand roi, Radama Ier. Et donc l'accession de Rabudnanjenapun Merne, le nom déjà nous amène à une grande histoire qui va arriver par la suite. Rabudnanjenapun Merne. Donc ça doit être celle qui doit, elle est celle qui doit succéder au grand roi. Donc ne serait-ce que par le nom. Donc, son accession au pouvoir ne découle pas d'une succession évidente, mais d'un coup de force politique soutenu par des officiers de haut rang. On cite souvent Andriamamba et Reignard, donc, qui va la soutenir et qui vont même la porter au pouvoir. Et donc, dans les traditions officielles diffusées dans la cour de l'époque, Anjanapun Merne aurait laissé donc ce testament qui désignait Ranavalna Ier comme son héritière, alors que dans l'historiographie récente des historiens, des chercheurs, donc, met en doute l'authenticité de ce testament. Par exemple, Didier Nativel souligne que ce testament ne correspond ni au style juridique, ni aux pratiques institutionnelles donc, de l'époque. La question, la validité de ce testament est bien sûr mise en question. Et c'était plutôt un instrument de légitimation produit a posteriori, donc après la mort d'Anjanapun Merne. Ensuite, Ranavalna Ier va arriver à cette période donc, où elle va assassiner ou faire assassiner tous les prétendants au trône, donc, et ces assassinats politiques sont justifiés comme un moyen de consolidation et de maintien de l'autorité pour la stabilité donc, du royaume, pour ne pas entrer dans une période de crise sociopolitique grave. Et donc, tous les prétendants au trône seront éliminés, je cite, entre autres, Rakutube, qui était considéré comme l'héritier légitime, prétendant légitime au trône, donc Rakutube, qui était le fils de la sœur aînée de Radama, la fils de la sœur aînée de Radama. Le fils de la sœur aînée de Radama, donc, et c'était le premier prétendant, donc, elle l'a éliminé, elle va aussi éliminer tous les prétendants du côté de Radama ou du côté d'Anjanapun Merne pour se mettre à l'abri, donc, et aussi ces violences constituent
Donc, l'un des aspects les plus retenus, les plus invoqués, donc évoqués pour justifier cette réputation de cruauté donc, de la reine et intensifiée par les récits missionnaires, intensifiée par l'administration coloniale. Mais je ne cherche pas de prétexte, mais il faut replacer ces événements dans leur contexte et dans les pratiques politiques modernes, parce qu'on ne raconte pas souvent que Anjena Pounmerne et Radama Ier ont aussi procédé à de telles pratiques. Anjena Pounmerne, pour accéder au trône d'Ambuimanga, a assassiné son oncle Anjen Zafi et son fils, n'est-ce pas, pour se mettre à l'abri aussi, aidé par les Houves de la Varadjan. Donc la spécialité, elle n'est pas là, de Madame Raëlson Revlal, mais ce genre de jeu de pouvoir n'est pas propre à Ranavalna Ier, mais on ne cite pas Anjena Pounmerne, on ne cite pas Radama Ier pour pour les mêmes agissements, mais on retient surtout Ranavalna Ier comme celle qui a éliminé ses adversaires politiques. Donc c'est une pratique, somme toute, courante, n'est-ce pas, dans ce jeu de pouvoir. Ensuite, les premières années du règne de Ranavalna Ier sont donc constituées d'élimination de plusieurs officiers proches de Radam qui étaient accusés de conspiration contre la nouvelle reine. Elle a aussi mis à l'écart les figures aristocratiques du royaume qui était loyal donc à Radama Ier, et pour consolider son pouvoir, elle va mettre en place une nouvelle structure, donc avec la mise en place du poste de Premier ministre. Et on sait que le premier ministre, c'était Andremiadze. Premier des ministres, on l'appelait, enfin, c'était pas, le nom n'était pas encore Premier ministre, mais le Taizanjina. Et ensuite, on a utilisé le terme premier des ministres, n'est-ce pas, donc en la personne d'Andremiadze d'abord, et de Reignard par la suite, pour une petite, un côté anecdotique. Andremiadze, on le sait ou on ne le sait pas, c'était le premier allié de Ranavalna Ier, mais l'aspect un peu moins connu, c'est que c'est le père de Radama II. Ce que l'on retient dans l'historiographie officielle, le père de Radama II, c'est Radama Ier, n'est-ce pas? Logiquement, alors que l'histoire dit que Radama II est né 13 mois après la mort de Radama Ier, donc il ne peut pas être le fils de son père. Il n'est pas le fils de son père, il est le fils, l'histoire atteste qu'il est le fils d'Andremiadze, donc Taizanjina, premier ministre, si vous voulez, de Madagascar. Et j'attire un petit peu votre attention sur cet aspect de la mise en place du poste de Premier ministre. On dit que Ranavalna Ier, c'est une reine autoritaire, etc., etc. Mais on voit aussi déjà l'influence de son entourage, des nouveaux groupes politiques donc, qui essaient de graviter autour de son pouvoir et qui vont essayer aussi
d'accaparer le pouvoir. Je parle aussi donc des groupes. Donc surtout de André Miaz qui fait partie donc de cette oligarchie donc, qui gravitait autour de Ranaval Ier. Et je ferme cette parenthèse. Et donc, il y a, dans ce qu'il faut retenir dans ces intrigues politiques et ces assassinats politiques, c'est cette manœuvre, donc les manœuvres politiques qui répondent justement à une logique d'État et une logique par rapport à un royaume donc en pleine transformation qui était aussi soumis à des fortes pressions internes parmi surtout de la part de l'oligarchie, donc des groupes ouvins. Et donc, contrairement, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que contrairement à l'image diffusée donc, par les Occidentaux, les violences politiques ne visaient pas directement la population, hein, mais elles s'adressaient surtout aux factions aristocratiques rivales, donc entre Ouva, les différents groupes Ouva, et entre les Andines qui essaient tant bien que mal de se maintenir au pouvoir. Et donc, c'est ce contexte surtout qu'il faut retenir. Et donc, l'extension du royaume, c'est un aspect aussi que l'on oublie souvent. Quand on parle du règne de Ranaval Ier, on connaît Andriana Myrna comme le grand roi visionnaire sur l'unification territoriale de Madagascar, le Ranmas Nanu Nuvalaparikiu. Dès ensuite, on connaît la grande figure de conquête donc de Radama Ier. Mais on ne parle pas assez, si vous voulez, de l'extension du royaume, la continuité donc de cette conquête, et pour affirmer justement l'hégémonie du pouvoir Merne sur les autres territoires donc, de Madagascar. Et donc Ranaval Ier, malgré le fait que l'on ne parle pas souvent de cet aspect, c'est qu'elle a continué donc, la politique d'expansion territoriale et contrairement à cette vision d'une reine repliée sur soi-même, donc, elle a envoyé des campagnes militaires, dans différentes régions de Madagascar, surtout sur la côte orientale et dans le pays Sakalava et dans le sud de Madagascar. Elle a continué surtout dans les régions où Radama n'a pas pu aller, ou pour consolider donc les conquêtes de Radama Ier, et donc, de Radama Ier. Donc, les objectifs de la conquête territoriale étaient, premièrement, d'abord, d'assurer le contrôle des routes commerciales et pour l'exportation donc du bœuf et des esclaves vers les Mascareignes. Et donc, il fallait surtout un contrôle de l'axe Est pour accéder donc à cette route commerciale de l'Est. Ensuite, renforcer la sécurité intérieure, renforcer la conquête des territoires qui sont déjà conquis, et aussi de légitimer son autorité. Donc.
Et par la suite, il faut retenir donc que la politique expansionniste ne montre que Ranavan adopte donc une stratégie d'affirmation territoriale et donc pour essayer de prévenir les ingérences étrangères, contrôler donc les régions périphériques pour contrôler aussi l'invasion étrangère à partir des côtes de Madagascar. Donc, on arrive à un passage d'un témoignage. On a parlé des témoignages européens. Tout à l'heure, je vous ramène encore à une petite anecdote sur le témoignage d'Ida Pfeffer, une voyageuse autrichienne donc, qui est arrivée à la cour d'Antananarive dans l'année 1857 et qui a été reçue donc, à la cour de Ranavalna première et dans son ouvrage Voyage à Madagascar, c'est une personne très critique et qui émettait beaucoup de jugements de valeur par rapport à la population malgache, hein, comme la plupart de ces Européens donc, du 19e siècle. Et c'était l'une des rares occidentaux, n'est-ce pas, qui sont parvenus jusqu'au cœur de l'Himerne pendant cette période de fermeture. Hein. Et elle est arrivée à une période un peu critique parce que vous savez que 1857 correspond avec la tentative, n'est-ce pas, de coup d'État fomenté par le propre fils, le fameux Radama II, fils d'André Miaza, perpétré par tout un groupe d'Européens donc, qui gravitaient dans la cour d'Antananarivo et impliquaient le propre fils de Ranavalna Ier, donc le futur Adama Ier, prince Rakut à l'époque. Et Ida Pfeffer est arrivé en 1857, dans cette période très troublée, donc, où il y a la préparation de ce coup d'État avec l'abord de la stade. L'autre, Renzoir, Lambert, surtout Lambert. Et donc, le témoignage concerne ce côté sanguinaire, le côté sanguinaire de la reine. Donc, il lui fallait 10 ou une dizaine ou une douzaine de morts quotidiennement, et etc. etc. C'est quelqu'un qui est très critique par rapport à la société tananarivienne et du règne de Ranavalna Ier. À l'époque. On arrive rapidement à la troisième partie. Et donc, comme je disais tout à l'heure, cet aspect méconnu, mais qui a mis en place cette modernité. Donc, le premier aspect que je voudrais évoquer dans cette tentative de modernité, c'est l'institution du premier droit écrit à Madagascar. Donc, on sait que la première loi écrite est celle de 1828, décembre 1828, quelques mois après l'accession au trône de Ranavalna Ier
la loi qui comportait 48 articles et qui faisait donc d'une certaine manière entrer Madagascar dans cette période de modernité juridique, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, cette codification du droit merne, donc codification par écrit du droit merne, et donc ce qui concernait l'administration territoriale. Donc c'est déjà, on parle de Radama Ier comme le roi qui a apporté la modernisation. Mais de ce côté, donc, on peut aussi évoquer Ranavalna Ier et cette loi de décembre 1828, dès quelques mois, comme je disais, après son accession au trône, parlait, donc régissait l'administration des territoires, concernait les litiges et la fiscalité. Et donc ce texte juridique était rédigé surtout par les lettrés de la cour, donc les lettrés qui étaient formés par les missionnaires européens avant 1835. Et on parle donc d'une volonté de rationaliser le royaume, rationaliser le pouvoir. Et je vous cite quelques aspects de ce premier droit, première loi écrite donc de Ranavalna Ier, la fiscalité et les obligations des clans, l'administration des territoires conquis, les devoirs des chefs locaux, les procédures pénales et le contrôle du travail obligatoire ou le fanupun. Et cette rationalisation du pouvoir s'inscrit dans un contexte où le royaume merne est devenu aussi un empire multiethnique. Donc il faut contrôler et gérer donc d'une façon plus uniforme de tous les territoires conquis, donc pour stabiliser le royaume. Ensuite, c'est une citation qui fait partie donc de la préambule du code de Ranavalna Ier. Elle dit que elle maintient dans son intégralité donc les lois de Radama, enfin les lois d'Adjenapun Merne et de Radam, donc ce qui marque une certaine volonté donc de continuité avec ses grands prédécesseurs et une gravure de William Ellis qui date donc de l'année 1856 lorsqu'il est arrivé dans arrivé à la cour. Et cette gravure montre donc le côté est d'Antananarivo. Et vous apercevez sur le devant de la gravure une procession princière donc, où il y a le prince Rakut et la princesse Raboudou à l'époque, donc un petit peu pour vous montrer cette situation, la situation de la ville d'Antananarivo, la capitale de Madagascar, déjà appelée par Ellis capitale de Madagascar, Antananarivo, capitale de Madagascar, dans les années 1856. Bon, et ensuite, on arrive
au deuxième aspect de la modernisation, donc plutôt la troisième, non, la deuxième aspect de cette modernisation du royaume, donc l'écriture de l'histoire, le commencement donc de l'écriture de l'histoire et l'écriture des mémoires et traditions orales, et on entre dans une politique culturelle plus affirmée, donc plus concrète. Et quand on parle de cette écriture de l'histoire par des intellectuels malgaches ou des érudits malgaches, il faut évoquer donc le nom de Raoumban, considéré par nous historiens comme le premier historien malgache. Pourquoi grâce, si vous voulez, à une méthode, la méthode historienne qui est la méthode critique. Et donc, Raoumban va être sollicité, surtout, il va écrire l'histoire de Madagascar avec cette méthode critique, avec les recueils donc des sources, les critiques de sources. On le connaît comme quelqu'un qui a beaucoup critiqué son propre groupe. Il a évoqué les aspects des différents coups d'État en Imerna, Andrena Pounmerna, Radama Ier, Ranavalna Première. Et beaucoup d'aspects de l'histoire de l'époque donc sont retenus dans les écrits de Raoumban. Je pense 12 000 feuilles, 4 000 feuilles. Oui, oui. Donc, oui. Si je me rappelle bien, les chiffres, on compte jusque dans des milliers de manuscrits, de recueils de traditions orales, de manuscrits de l'histoire de Madagascar, des témoignages, mais aussi des recueils de l'histoire de Madagascar, non pas seulement de l'histoire de l'Imerne et des Mernes, mais des régions aussi périphériques donc, de Madagascar. Surtout dans cet effort de l'écriture de l'histoire, donc il y avait des rédactions sur les généalogies officielles des différents rois successifs de l'Imerne, surtout les récits sur les différentes dynasties régnantes en Imerne, la codification ou l'analyse des rites politiques, et aussi et surtout très important dans cet aspect, la collecte et la révision des kabari et traditionnels. Et donc cet effort d'écriture de l'histoire correspond aussi aux côtés, à la légitimation de la dynastie Merne, grande dynastie Merne, conquérante, etc. etc. Et un aspect qui fait partie de cette modernisation, aspect de modernisation méconnu du règne, c'est une mise en place d'une diplomatie pragmatique. Donc pour maintenir l'indépendance face surtout aux puissances européennes. Et c'est dans cette partie-là de mon intervention que tous les aspects de des décisions diplomatiques entrent en jeu. Donc,
Et il faut retenir les principales grandes nations avec lesquelles elle va maintenir donc cette relation pragmatique sur le point, sur le côté diplomatique surtout, donc garder un œil sur les relations avec la Grande-Bretagne. Garder un œil sur les relations avec la Grande-Bretagne et malgré le fait de dire que c'est une reine introvertie, en 1836, nous connaissons l'histoire donc de la mission malgache envoyée en Grande-Bretagne à la cour de la reine Adélaïde. Adélaïde, et donc pour essayer de maintenir les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne et surtout essayer aussi de voir quels sont les intérêts de Madagascar dans le maintien de ces relations. Et ensuite, toujours dans cette perspective des relations avec la Grande-Bretagne, il faut donc avoir un œil sur l'important rôle de l'île Maurice. L'important rôle de l'île Maurice dans les rôles intermédiaires entre Madagascar et la Grande-Bretagne, parce que les missionnaires ou les émissaires britanniques qui sont envoyés à Madagascar séjournent toujours à l'île Maurice et ils vont faire des voyages entre l'île Maurice quand les relations se corsent un petit peu. Ils vont quitter Madagascar et aller vers l'île Maurice. Et quand la situation se calme un petit peu, ils reviennent tout de suite. Et donc, c'est un point d'ancrage très important dans les relations de Madagascar donc avec la Grande-Bretagne. Un œil aussi sur les relations avec la France. Contrairement aux idées reçues, comme on dit, comme quoi la France était la principale ennemie du royaume. Elle a maintenu des relations avec la France, même si ces relations étaient tendues et difficiles. Et c'est surtout une relation, comme on dit pragmatique, hein, concentrée surtout sur les relations commerciales, surtout avec la France. Donc, on met en exergue donc le côté économique dans ces relations. Et la visée économique du royaume de Madagascar à l'époque, c'était surtout le marché des mascareignes. Donc le marché des mascareignes, ce n'était pas des exportations pour l'Europe, mais c'était, pas tellement, mais c'était surtout donc des visées pour les visées économiques et pour les mascareignes surtout. Et c'était donc les réseaux de traite du bétail et surtout du bétail. Et donc le retour de la traite des esclaves qui faisait partie pourtant du traité de la suppression de la traite des esclaves, faisait partie donc des accords du traité de 1817. Mais Ranavalna Ier a procédé donc au retour de la traite. Donc,
Pour résumer, cette question diplomatique, donc, c'était un jeu d'équilibre dans ce pragmatisme, donc, dans les relations avec l'étranger. La diplomatie concernant le côté utile et le côté des intérêts malgaches, sinon ceux qui n'apportent pas de valeur ajoutée à Madagascar ne sont pas les bienvenus pour la reine. Donc c'était cet aspect pragmatique. De toute façon, pour ceux qui arrivent à Madagascar, on en a discuté un petit peu avec Madame Radzonarsson tout à l'heure. Elle invite ceux qui peuvent lui apporter quelque chose à rester. Sinon, les autres, ils ne sont pas les bienvenus pour rester à Madagascar. Donc, et dernier point de ces aspects de modernisation méconnus, donc la reine bâtisseuse. Donc on parle de modernisation. Certains grands traditionalistes de son époque lui reprochaient d'ailleurs cette trop grande aspiration à la modernisation. Et certains traditionalistes lui reprochaient même d'être plus moderne que Ratama Ier. Et ça peut se comprendre sur l'aspect de l'aspect bâtisseur, donc l'aspect technique et l'aspect industriel du règne de Ranaval Ier. Donc on la connaît avec la grande figure ce sont des aspects de la modernisation. Le palais de Manzakamiadana, achevé en 1845, il était encore en bois. Donc ces aspects de la modernisation avec le grand nom de Jean Laporte. Des palais de Manzakamiadana, donc dans les années 1845, achevé 1835, où elle recevait donc du monde. On dit que c'était un palais très européanisé, très occidentalisé, qui était en contraste avec la réalité de la population. Là, la cour de Ranaval Ier, comme racontait Ida Pfeffer, que l'on a vu tout à l'heure, était une... oui, je termine, c'est le dernier aspect. Une cour très européanisée. On mangeait avec des couverts en porcelaine. L'apparat, les tenues de la reine sont rivalisées avec celles des plus grandes reines du monde, surtout les reines britanniques. Et audience au palais donc d'Antananarivo, gravure esquissée par William Ellis dans les années 1856. Et donc c'est la reine donc organise une audience et avec toutes les personnes qui sont présentes à ces audiences. On a parlé de Raumbana,
qui était très célèbre avec son jumeau Ranirak, et qui étaient considérés comme des grands intellectuels du 19e siècle qui ont mis en écrit donc l'histoire et les traditions du royaume. Une représentation donc de la vie mondaine en Tananarive, autant de Raumban et de Ranirak, et donc l'esquisse représente un groupe de houves avec au centre Razana Kumban, fils de Raumban, hein, et entouré donc de 3 dames qui sont des princesses de la famille royale. Et cela représente un petit peu la vie mondaine de Tananarive, très européanisée, vie mondaine à la cour, encore très européanisée à l'époque. Et on arrive donc à la figure emblématique de Jean Laborde qui aide la reine à mettre en place donc cette prémisse d'industrialisation avec la construction du palais, enfin le complexe industriel de Mantassou, la construction du palais de Manzakamiadana. Et à Mantassou, nous avons des photos photographiques qui représentent les vestiges de la tentative d'industrialisation à Mantassou, la fonderie, les ateliers mécaniques, les forges, manufactures de textiles et d'objets en cuir, fabriques de poudre de canon, des infrastructures hydrauliques et un chantier naval sur le lac artificiel de Mantassou. Et cet aspect de l'industrialisation, tentative d'industrialisation, est aussi un sujet polémique, hein, parce que l'industrialisation, l'industrie de Mantassou nécessitait jusqu'à 5000 personnes par jour. Et là, entre l'aspect de Fanpoun, de la corvée royale, qui est à l'origine de différents adages. Donc, dans la culture malgache, donc, je te prends au dépourvu. Si vous avez des enfants un peu têtus, envoyez-les à Mantassou pour qu'ils voient un petit peu comment ça se passe avec la corvée royale. Et donc, il fallait, dans la période d'apogée de cette industrialisation à Mantassou, donc il fallait mobiliser jusqu'à 5000 hommes quotidiennement. Et donc, ça fait l'objet d'une certaine contestation sociale donc, de la part de la population. Donc, le palais de Manzakamiadana aussi fait partie de cette modernisation et elle représente un Tananarive où elle trône sur la colline d'Antananarive. Et pour vous parler de l'importance de ce monument, l'une des premières réactions de l'administration coloniale au lendemain de l'annexion, c'était les efforts, les tentatives de désacralisation de ce monument historique malgache. Et on est arrivé donc à la période coloniale sur la constitution du palais de Manzakamiadana comme musée.
Donc, je pense que j'ai terminé mon temps. Et pour résumer sur cet aspect de modernité, donc, du règne de Ranaval Ier, il faut dire que c'était une modernisation, une modernité sélective. Ranaval ne rejette pas la modernité technique, mais elle rejetait les formes de modernité qui impliquaient une dépendance politique ou religieuse. Et donc, je conclus mon intervention sur le fait qu'il faut retenir que la figure de Ranaval Ier ne peut être comprise qu'en dépassant les jugements simplistes et en replaçant son règne dans une lecture politique et historiographique nuancée. Elle apparaît dès lors non comme une reine tyrannique isolée, mais comme l'une des souveraines africaines les plus stratégiques de son siècle. Il faut aussi retenir que la place de Ranaval dans l'histoire de Madagascar, non seulement comme une figure controversée, mais il faut retenir son règne comme, ce personnage comme un acteur central de la formation de l'État moderne malgache. Elle fait figure emblématique de la lutte contre les ingérences étrangères et je termine que l'étude de son règne, loin de toute idéalisation comme de toute diabolisation, ouvre une historiographie qui doit être renouvelée, capable de rendre justice à la complexité des dynamiques politiques qu'elle a vécues donc à son époque, c'est-à-dire au XIXe siècle. Et je termine mon intervention là-dessus. Je vous remercie de votre aimable attention.